On va peut-être commencer. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la caractérisation des variétés de tournesol vis-à-vis d'Orobanche cumana. Originaire, comme vous le savez, du bassin méditerranéen, Orobanche cumana parasite les racines de tournesol et sa présence est avérée en France depuis 2007. Et dans les parcelles les plus infestées, les pertes de rendement peuvent dépasser 90%. Alors, le choix des variétés adaptées est un des moyens de lutte à utiliser, ce qui nécessite bien évidemment de connaître leur comportement vis-à-vis de l'eurobanche. Donc, c'est Christophe Gestin qui est chargé d'études en génétique et protection des cultures chez Terrinovia, qui est parmi nous aujourd'hui et qui va présenter les résultats d'Orthobox. Alors, Orthobox, qu'est-ce que c'est? C'est un projet lauréat de l'appel à projet CASDAR Semences et sélection végétale qui a débuté en 2018. C'est un projet qui est coordonné par Terre Innovia, qui associe le GEVES, INRAE, l'UFS et ses membres. L'objectif de ce projet, c'est de construire une boîte à outils qui permet de caractériser les variétés de tournesol face à l'Orobanche cumana lors de l'inscription au CTPS. Donc, avant de laisser la parole à Christophe, juste quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Lors de la présentation, on reste comme maintenant avec les micros et les caméras fermés et pardon, au fur et à mesure de la présentation, vous pourrez poser vos questions sur le chat en live et Christophe y répondra par la suite. Donc Christophe, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter déjà le contexte qui a déjà été bien dressé par Christine sur justement la problématique Orobanche Cumana, avant de vous parler justement des objectifs de ce projet et les résultats principaux qui sont ressortis de ce projet, hein, comme vous voyez, collaboratif, avec un ensemble effectivement de partenaires que ce soit Terrinovia, GEVES, INRAE, et puis pas mal effectivement de semenciers qui sont membres de l'UFS et qui travaillent sur le tournesol. Déjà sur les orobanches, c'est quoi exactement? Donc, ce sont des plantes qui sont assez redoutables. Ce sont des plantes qu'on retrouve dans le sol sous forme de graines, hein, des graines qui sont toutes petites. C'est un peu comme, imaginez un petit peu du poivre moulu, donc des toutes petites graines qui se retrouvent dans le sol, de la taille, hein, comme du poivre moulu. Et ces graines-là, en fait, bah, elles sont totalement dépendantes de leur hôte parce qu'elles n'ont pas de chlorophylle. Et donc, lorsqu'elles se trouvent en présence de leur hôte, elles vont pouvoir germer. Elles vont se fixer ensuite sur les racines du tournesol, d'une plante. Ça peut être le tournesol par exemple, et ensuite elles vont un peu, elles vont vampiriser en fait leur plante hôte et détourner tous les nutriments en fait à leur avantage, ce qui va affaiblir l'hôte et à l'inverse, ça va leur permettre de se développer. Donc ça va former au départ dans le sol une sorte de tubercule qui va ensuite former une tige qui va sortir hors du sol et comme on peut le voir sur la photo, cette tige ensuite va émettre des fleurs qui vont elles-mêmes fructifier, former des graines et elles vont ensuite se disséminer à nouveau effectivement sur les parcelles, sur les parcelles adjacentes. Si on regarde maintenant parmi toutes ces espèces de robanches, hein, il y en a plus de 250, on a une ici qui nous intéresse, c'est le robanche cumana, et c'est une espèce qui est parasite, qui est spécifique du tournesol. Elle ne va pas, par exemple, se fixer sur le colza. Elle va se fixer uniquement sur le tournesol. Et depuis 2007, hein, comme vous l'avez dit effectivement tout à l'heure, Christine, elle est avérée en termes de plantes nuisibles depuis cette date-là en France et à cause des pertes de rendement qui sont assez importantes. Alors, où est-ce qu'on la retrouve en France? On la retrouve dans deux gros secteurs, là où il y a de la production de tournesol. On va en retrouver en Poitou-Charentes, essentiellement. Et puis surtout, on va retrouver effectivement des gros spots ici, effectivement, dans le sud-ouest. Euh, pour lutter contre cette eurobanche, on a des différences au niveau variétal. On peut le voir très bien ici sur cette photo. Donc, sur cette photo, vous avez des plantes effectivement qui sont à bon comportement, sur lesquelles effectivement il n'y a pas d'eurobanche. Donc, on voit du tournesol qui est plutôt joli. Et puis à côté, vous voyez plutôt un tournesol qui est plutôt rachitique. Et là, c'est parce que dessus, effectivement, il y a eu beaucoup d'eurobanches et ce qui va entraîner en fait des pertes de rendement qui peuvent aller à plus de 90%. En fait, il y a quasiment plus de tournesol en fait. Alors, on a de la chance d'avoir des différences variétales, mais ce sont des comportements qui vont dépendre des populations d'eurobanches. En fait, il n'y a pas une eurobanche cumana, mais en fait, il y en a plusieurs.
Et il faut savoir qu'en fait, au sein des variétés de tournesol, il y a des nombreux gènes de résistance qui peuvent exister, avec des résistances qui vont pouvoir s'exprimer de manière très précoce ou de manière un peu plus tardive dans le cycle du tournesol. Et lorsqu'on va confronter justement des panels de variétés de tournesol avec des gènes de résistance qui ne sont pas exactement les mêmes, et lorsqu'on les confronte à des populations de rebanches, on voit que les variétés de tournesol ne vont pas forcément se comporter de la même manière selon les populations. Et on s'est aperçu du coup qu'il y avait plusieurs races de rebanches qui peuvent exister, un peu comme le Covid. Vous avez tous entendu parler du Covid. Vous avez vu qu'il y avait des variants qui pouvaient effectivement réagir un peu différemment. Et ben, c'est pareil avec les races de rebanche aussi. Et on les nomme, en fait, il y a différentes nomenclatures, A, B, C, D, E, F, etc., en fonction effectivement de leur niveau de virulence ou d'agressivité. Par contre, il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas de consensus international sur la nomenclature des eurobanches et il n'y a pas non plus de consensus sur un outil qui est le C2 différentiel de variétés de tournesol. Il n'y a pas de consensus justement sur les variétés à utiliser pour savoir à quelle race d'eurobanche j'ai affaire. Donc, si bien que d'un pays à un autre, on peut très bien avoir des nomenclatures identiques, mais en fait avoir des populations d'eurobanches qui peuvent différer. Donc, pourquoi on a monté un tel projet? Il faut savoir que déjà, la résistance à l'eurobanche, c'est un critère de sélection majeur pour les sélectionneurs, pas forcément en France aussi, mais aussi pour les pays qui sont autour, que ce soit en Espagne ou dans les pays de l'Est où il y a beaucoup où l'eurobanche cumanette est une problématique qui est importante. Et en fait, ce critère de résistance à la revanche, ça peut être un critère qui peut être utilisé notamment lors de l'inscription des variétés, puisque lorsque effectivement un obtenteur va vouloir inscrire sa variété sur les catalogues, en fait, il faut que sa variété effectivement diffère des autres variétés qui sont déjà inscrites. Et un des critères, ça peut être en fait la résistance à l'eurobanche et pour lesquels qui peut être utilisé comme critère de distinction dans les fameux tests de DHS qui sont réalisés notamment par le CTPS en France. Ce que on s'est aperçu, malgré qu'il y a des demandes qui ont été déposées justement pour utiliser ce critère additionnel de distinction, c'est qu'il n'y avait pas de protocole officiel d'évaluation. Et puis également, dans ce fameux critère additionnel de distinction, il pouvait être utilisé vis-à-vis d'une race. Or, on s'est aperçu qu'il y avait quand même plusieurs races qui pouvaient exister en France ou également à l'étranger et qu'il n'y avait pas de prise en considération justement de ces races-là. Et il n'y avait pas non plus d'outils pour s'assurer que les races utilisées étaient bien celles auxquelles on s'attendait à avoir. Donc, on s'est demandé comment répondre à cette demande. Donc, la question, on s'est dit, on pourrait peut-être passer par le champ. Sauf qu'au niveau du champ, on ne connaît pas forcément les races de rebanche qui sont présentes dans le sol. Souvent, il y a des aléas climatiques qui fait que d'une fois à une autre, les expérimentations sont un échec. Et puis, on peut avoir une hétérogénéité d'infestation dans le sol qui rend compliqué la mise en place d'une expérimentation réussie. Donc, on a décidé de passer par des tests en conditions contrôlées. Et pour justement répondre à ce manque qu'il y avait notamment lors de l'inscription des variétés, on s'est dit qu'on allait donc former donc un partenariat pour répondre justement à cette problématique, de disposer justement d'un protocole officiel. Et ce protocole officiel qui permettra, en plus de répondre justement à la demande, d'augmenter en plus également l'attractivité du catalogue français, puisque c'est un outil qui n'existe pas effectivement dans les autres pays européens. Donc ce projet est en fait qui consiste donc à disposer d'une boîte à outils pour distinguer des variétés de tournesol dans les fameux tests DHS, a trois grandes actions. La première, c'est déjà de développer une méthodologie opérationnelle fiable en conditions contrôlées qui permettra de distinguer les variétés de tournesol, mais également de disposer d'une collection de graines de rebanche qui soit représentative de la réalité terrain et qui puisse intéresser du coup aussi les obtenteurs lors de l'inscription des variétés. Et pour s'assurer que ces populations sont bien celles que l'on veut tester, il nous faut justement un outil pour s'assurer de la conformité des races. Et c'est le fameux set de différentiel que l'on a voulu qu'il soit public et diffusable justement au moins entre les différentes structures françaises qui travaillent sur cette problématique. Et donc, ces trois volets-là permettront à terme, justement, d'obtenir le protocole pour le CTPS pour distinguer les variétés de tournesol. Donc, si on regarde déjà sur la méthode opérationnelle en conditions contrôlées, donc, qui a été établie au GVES, en lien, bien sûr, avec les autres partenaires du projet,
il y a eu de multiples mises au point qui ont permis d'aboutir à un protocole final. Et ce protocole, en fait, consiste à partir d'un mélange sable vermiculite, donc c'est le substrat, dans lequel, en fait, on va mélanger en fait, une certaine quantité de graines de rebanche. On va ensuite semer les variétés de tournesol. On fait pousser ensuite le tournesol en chambre climatique sous certaines conditions que j'ai rappelé ici que j'ai indiqué ici sous la photo. Et au bout de 35 jours, ensuite, on va arracher donc déterrer les plantes et on va ensuite compter en fait les différentes fixations, donc le nombre de rebanches qu'il y a sur le système racinaire. Donc là, par exemple, vous pouvez voir sur les deux photos. Une photo, on va avoir beaucoup de fixations de rebanches, donc c'est ces fameuses petites asperges qui sont un peu jaunâtres. Et là, on voit que c'est une variété qui semble quand même très sensible. Et puis à côté, vous voyez qu'on a beaucoup moins de fixation. Donc là, ce sera plutôt une variété à bon comportement vis-à-vis de la population de rebanches testée. Je vous ai indiqué ici pour montrer un petit peu que déjà, ce test-là permettait d'avoir un niveau d'affectation qui était important, homogène et répétable. Et ça, c'est vraiment effectivement important lorsqu'on veut mener un test en conditions contrôlées. Donc, sur ce graphique, vous avez en ordonné en fait tout un panel de variétés de tournesol qu'on a confronté vis-à-vis d'une population de rebanches rameuses avec le test du GVS. Et on a regardé déjà le pourcentage de plantes attaquées en ordonnée. On peut voir ici que sur les 40 plantes à chaque fois que l'on teste par variété de tournesol, on a quasiment 100% des plantes qui sont attaquées, qui montrent bien que le test il est bien homogène. Donc quand une plante est attaquée, c'est toutes les plantes effectivement du test qui sont attaquées. Celles qui ne le sont pas, c'est parce qu'en fait, ce sont des variétés qui sont résistantes. Ensuite, on a dénombré le nombre de rebanches sur le système racinaire, qu'on peut voir sur ce graphique ici à côté. Donc là aussi, pareil, on a un panel de variétés de tournesol. Chaque petit carré vert est en fait rouge. En fait, ça va correspondre à la moyenne du nombre de fixations par plante. Et vous voyez ici qu'on va avoir en fait tout un ensemble de plantes de variétés de tournesol qui en fait sont très attaquées. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'avec les deux répétitions rouge et vert, on voit quasiment que les points se superposent. Donc, on a déjà une très bonne répétition entre deux tests indépendants. Et ce qui nous intéressait également, c'est de savoir est-ce que ou pas je suis capable de distinguer des variétés résistantes, sensibles et des variétés à comportement intermédiaire. Bah là, sur ce graphique, on peut voir qu'on a bien des variétés sensibles. On a des variétés ici qui sont plutôt résistantes. Et puis au milieu, on arrive à distinguer, même d'un point de vue statistique, des variétés à comportement intermédiaire. Donc on arrive bien avec ce test, en regardant le nombre de rebanches par plante en moyenne, on arrive bien à distinguer des variétés. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce que ou pas le test est relativement robuste? Sur ce graphique-là, donc chaque couleur correspond en fait à un laboratoire différent. Donc il y a environ 8 laboratoires différents qui ont tenté de réaliser le même test que le GVS. Et sur cette variété en fait cette variété de tournesol, on peut voir qu'en fait, en regardant le pourcentage de plantes attaquées, qu'entre laboratoires, on a globalement les mêmes réponses. On a regardé également le nombre de rebanches par variété, qui n'est pas représenté ici, et globalement, on arrive à avoir le même classement variétal d'un laboratoire à un autre, qui montre bien que le test, effectivement, est relativement robuste. La question qu'on peut se poser, c'est que ce test, finalement, est-ce qu'il est quand même corrélé à la réalité terrain? Donc, on a une corrélation qui est partielle avec le champ. Pourquoi? C'est parce que c'est un test qui est assez court, il est de 35 jours, alors qu'avec le champ, finalement, on a souvent des réponses qui sont qu'on regarde très tardivement dans le temps. Et on a voulu des tests très courts puisque ça permettrait ainsi de répondre à la majorité des demandes des obtenteurs lors des tests de HS, puisque dans la majorité des cas, on pense effectivement qu'on va avoir des mécanismes très précoces. Si on veut observer des différences entre variétés pour des mécanismes de résistance qui sont plutôt tardifs, il faudrait que du coup le test il dure au-delà de 35 jours. C'est possible, mais il y aura des adaptations à faire sur la méthodologie. L'autre enjeu, effectivement, de ce projet, c'était d'obtenir une collection de graines qui puisse être à disposition pour les futurs tests de distinction des variétés de tournesol. Et donc, on a collecté durant le projet et même en dehors et même en dehors du projet, avant et après, on continue de collecter en fait des graines et on regarde également le profil de ces graines. Et on a obtenu environ une trentaine de lots. Alors, certaines des lots, il y a des lots qui ont des réponses identiques, d'autres qui ont des réponses différentes.
Donc là, sur ce graphique, je vous ai montré l'exemple de 2 lots, effectivement, avec des réponses différentes. Donc en vert clair, vous avez en fait une population française et vous avez en vert foncé une population roumaine. Et en ordonnée, vous avez en fait une quinzaine de génotypes de tournesol et on a regardé le pourcentage de plantes infestées au champ de ces 15 génotypes. Et on peut voir que les réponses entre la France et la Roumanie ne sont pas les mêmes. Donc, on a bien là, effectivement, 2 lots de graines, mais avec des profils, effectivement, d'agressivité ou de virulence qui vont différer. Et tous ces lots de graines donc, ont été justement envoyés et stockés donc, à l'INRAE et plus précisément donc, au laboratoire de l'INRAE de Toulouse, au LIPME. Et donc, ces lots-là pourront mis être à disposition donc, du projet. À côté de ça, on a réfléchi également comment conserver, comment contrôler aussi la qualité des graines de Robanche. Et puis, on a réfléchi également à comment maintenir également ces lots de Robanche dans le temps. Est-ce qu'il fallait passer par des collectes au champ ou est-ce qu'il fallait produire en conditions contrôlées les graines de Robanche pour avoir les mêmes lots d'une année sur l'autre? Donc, il y a eu des expérimentations en conditions contrôlées, que je ne vais pas détailler ici, qui ont permis d'estimer combien de graines je pouvais obtenir en conditions contrôlées, ou est-ce que ça serait suffisant ou pas pour les tests DHS. En tout cas, pour les futurs tests de DHS, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait passer plutôt par des collectes au champ parce qu'effectivement, les quantités de graines sont vraiment très importantes. Ça veut dire que si on passe par le champ, il faudra quand même vérifier à chaque fois effectivement si on a bien les bonnes races de Robanche en question. Et ensuite, le dernier volet de ce projet, c'était de créer un set d'hôtes de tournesol pour caractériser les populations de Robanche. Donc, un set d'hôtes de tournesol pour caractériser les populations de Robanche, c'est en fait d'avoir un panel de variétés de tournesol. Chacune de ces variétés ne vont pas avoir forcément les mêmes gènes de résistance. Certains vont être totalement sensibles, certains vont être partiellement résistants. Et donc, lorsqu'on va les confronter à des populations de Robanche différentes, en fait, on espère avoir un panel, on espère avoir des variétés de tournesol qui ne vont pas répondre de la même manière. Et donc, on a essayé de choisir des génotypes donc basés sur l'expertise des partenaires, mais également dans la littérature, pour essayer de trouver justement des panels de tournesol qui pourraient répondre, qui permettraient de caractériser différentes populations de Robanche. On a essayé de trouver aussi des variétés de tournesol qui permettraient d'avoir des réponses très binaires. Donc, soit je suis résistant, soit je suis sensible. Dès que c'est un peu entre les deux, c'est jamais très évident de savoir à quel moment on peut considérer que la variété elle est sensible ou résistante. Et puis également, essayer de choisir des génotypes qui sont une facilité d'utilisation, donc si possible du matériel qui soit public. L'idée, c'était de créer aussi un set de différentiel qui puisse être partageable aussi bien entre les privés, mais également avec le public dans les différentes structures françaises. Et donc, l'idée, c'était bien sûr avoir aussi un minimum un témoin sensible et un témoin résistant. Donc, le travail de ce set de différentiels avait déjà commencé à être travaillé avec les partenaires, avec Terrinovia et puis les semenciers membres de l'UFS déjà depuis 2013. Donc, ça date. Et puis, au fur et à mesure, donc, il y a d'autres effectivement partenaires qui se sont joints à nous, comme le GVS, l'INRAE, et on a pu justement donc quasiment aboutir à un set de différentiels dans ce projet grâce à ce projet CASDAR. Donc, pour ensuite évaluer la pertinence de ces génotypes, l'idée, c'était d'évaluer justement le panel de ces variétés dans de multiples contextes, si possible, avec des populations de Robanche qui différaient. Donc, on a été en France, mais on voyait qu'on a également été à l'étranger. Donc, en moyenne, on avait une dizaine d'essais par an. Donc là, je vous ai indiqué les lieux d'essais en 2019. Donc, ça pouvait être en Espagne, en France, en Roumanie, en Hongrie ou en Ukraine. Et chaque année, on évalue une quinzaine de génotypes par an. Certaines années, on supprimait des génotypes parce qu'ils nous paraissaient moins intéressants. On en rajoutait d'autres pour vérifier si c'était plus ou moins intéressant. On notait ensuite le pourcentage de plantes infestées et on notait également la sévérité, donc à savoir en fait le nombre de rebanches qu'on pouvait avoir par pied de tournesol. Et sur les 31 sites d'expérimentation qu'on a menés durant le projet, on voit qu'on a obtenu que 35 à 40% des sites par an qui se sont révélés exploitables, donc avec un niveau d'infestation qui est suffisamment important pour garantir des résultats robustes. Et c'est des essais qui se répartissent dans différents pays en fait, européens ici. Donc là, je vous ai indiqué par exemple une photo qu'on avait justement en France sur un témoin sensible où on avait une bonne infestation, une bonne répétabilité effectivement du témoin sensible. Et vous voyez ici qu'il n'y a pas photo, quoi. On voit clairement ici la visibilité lorsqu'on utilise effectivement une variété sensible à côté ici d'une variété du panel effectivement du set de différentiel qui lui est résistant.
Et donc, à partir de justement, de tous ces sites d'expérimentation, on s'est posé 3 questions. Est-ce que le set arrive à discriminer différentes races de robanches? Là, par exemple, si vous voyez ce panel de 15 variétés, sur 4 populations de robanches différentes au champ, en France, en Espagne ou en Roumanie. En rouge, c'est quand la variété est sensible, et en vert, quand c'est résistant. Et vous voyez que par le simple jeu de couleurs, on voit bien que le set de différentiel, en fait, il n'a pas répondu de la même manière selon en fait, les populations de robanches. C'est bien que le set, il a réussi effectivement à présenter des réponses contrastées, qu'on arrive bien à pouvoir distinguer différentes races ou populations de robanches différentes. Alors, combien de races ou de populations de robanches on a pu identifier? On a pu identifier au moins 8 populations différentes, donc ce qui est plutôt pas mal. Et puis, combien de génotypes on a réussi à identifier parmi le panel de différentiel de tournesol pour caractériser les populations de robanches? On a considéré qu'on avait besoin effectivement de 14 génotypes avec, pour certains, des réponses qui étaient à confirmer. Pourquoi? C'est parce que pour certains génotypes, des fois, on n'était pas sûr de la redondance de réponse de certains génotypes à cause des potentiels d'interaction entre le génotype de la variété de tournesol, l'interaction qui peut avoir le rebanche et puis le climat qui pouvait des fois laisser quelques doutes sur la réponse de certains génotypes. On a toutefois identifié avec certitude un témoin sensible qui est mis à disposition et qui est public. Et puis, on a également, par contre, pas pu identifier de témoins résistants qui étaient résistants finalement à toutes les populations de robanches qu'on avait pu justement qu'on avait pu rencontrer. Et là-dessus, il y a un travail mené par l'INRAE pour essayer de faire des croisements entre variétés de tournesol et obtenir justement du matériel qui soit public et qui permet d'être résistant justement à toutes les races de robanches. L'intérêt que le matériel il soit public, c'est qu'il est plus facilement diffusable auprès des différentes structures qui auraient besoin justement de ce set de différentiel. Alors en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un projet qui a abouti, puisqu'on a permis d'avoir un test OGVS qui pourrait être utilisé justement dès cette année dans les futurs tests de DHS. C'est un test qui est répétable, on a vu, qui est homogène. C'est un test qui est précoce de 35 jours et qui va permettre normalement de répondre à la majorité des demandes des obtenteurs. On voit qu'il y a quand même encore un petit peu de travail parce qu'on a vu qu'il n'y a pas une corrélation stricte avec le champ, puisque c'est surtout un test adapté pour des mécanismes qui sont très précoces dans l'interaction entre le tournesol et le rebanche. Mais il est possible d'adapter le test. Et si effectivement il y a des revendications pour des mécanismes qui sont très tardifs, on peut très bien faire durer le test effectivement au-delà de 35 jours pour identifier des différences entre variétés de tournesol. C'est juste effectivement les tests sont plus longs et sont aussi également du coup plus coûteux en termes vis-à-vis des infrastructures. On a vu qu'on a aussi réussi à avoir une collection de graines de robanche qui peut être utilisée pour les futurs tests. Là encore, va y avoir toujours du travail qui reste à mener en parallèle parce qu'on a vu que certaines populations, on a vu, étaient absentes de notre collection de graines, par exemple des populations venant d'Espagne, mais à voir effectivement si ce sont des populations qui sont intéressantes ou pas pour les obtenteurs. Et puis, comme les populations de robanche, elles peuvent évoluer en termes d'agressivité ou en termes de virulence, ça veut dire qu'il faut qu'on reste quand même vigilant de ce qui existe sur le terrain pour éventuellement prélever de nouvelles populations de robanches et faire évoluer justement le choix des souches, le choix des races qui pourront être utilisées dans les futurs tests. Aujourd'hui, on n'a pas déterminé exactement quelles étaient les populations d'intérêt pour les futurs tests DHS. Donc, il y a encore ce travail-là à faire pour savoir quelles sont les populations d'intérêt. Et enfin, on a créé un set de différentiel qui est, on a vu, partiellement public. Tout n'est pas mis à disposition pour le public. On a vu qu'il y avait encore du travail à faire pour confirmer certaines réponses, qu'il fallait qu'on poursuive encore la création de certains matériels, notamment certains génotypes qui soient résistants à toutes les populations de robanches, qui soient facilement diffusables à la communauté. Et puis là encore, si les populations de robanches évoluent, potentiellement, il faut aussi faire évoluer le set de différentiel avec les populations de robanches. Donc là aussi, c'est en parallèle, s'il y a besoin de faire évoluer le set, on le fera évoluer en fonction justement de l'évolution qu'on observe sur le terrain. Donc, je voulais vous remercier de votre attention. Voilà, j'ai essayé de restituer, on va dire, l'ensemble des résultats de ce projet. Et puis, je voulais aussi vous remercier également tous les partenaires du projet qui, sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être des questions sur le chat et pour les plus timides, n'hésitez pas aussi à me contacter en privé, il n'y aura pas de problème. Oui, merci Christophe. Alors, je vois qu'il y a une question qui est en train d'être posée. Le suspense est à son comble. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, ouvrir votre micro et prendre la parole directement. Alors, donc, il y a une question. Non, c'est pas une question. C'est quelqu'un qui doit nous quitter. Est-ce que vous avez des questions à poser à Christophe? Peut-être Christophe, tu peux nous dire, aujourd'hui, l'Euroborg Cumana en France, c'est une problématique qui est croissante. Comment se situe la dynamique? Alors aujourd'hui, par rapport aux autres pays européens, comme l'Espagne ou les pays de l'Est, eux, c'est une problématique en fait voilà, c'est une plante parasite pour qui est déjà bien présente sur le terrain. Nous, en France, on considère aujourd'hui que c'est une problématique émergente. Donc, ça veut dire que on surveille, on n'a pas des surfaces énormes en surface de tournesol qui sont impactées par la problématique. Mais quand elle est là, en tout cas, il faut choisir effectivement les bons moyens de lutte. Et donc, du coup, comme c'est une problématique émergente, on reste très vigilant. Et donc, on a une enquête qui existe en ligne où chacun lorsqu'il a identifié effectivement des parcelles avec des eurobanches, peut le recenser sur notre enquête en ligne et avec la disposition d'un tableau de bord qui permet de faire une analyse en temps réel, effectivement, des situations où on retrouve la problématique. Ça Et nous donc, permet de si surveiller l'évolution de l'Eurobanche. c'est ça. Et en fonction effectivement des nouvelles zones, nous, ça nous permet effectivement, nous, Terre Innuvia, d'aller faire du conseil personnalisé pour ensuite adapter effectivement les moyens de lutte. Et aujourd'hui, donc, on a déjà des variétés résistantes qui sont adaptées. Oui. Alors comme on a la chance entre guillemets que nos collègues européens effectivement ont des problèmes sur le rebanche, les semenciers ont pu mettre rapidement à disposition effectivement des variétés qui soient adaptées effectivement au contexte français, des variétés qui ont des résistances vis-à-vis des populations qui sont présentes sur le territoire français. Et donc on a des variétés qui sont résistantes et qu'il ne faut pas hésiter effectivement à choisir et qui sont, on va dire, le premier levier de lutte à mettre en place quand on sait qu'on a de l'eurobanche sur sa parcelle. Donc après, on a vu qu'il y avait encore du travail à faire. C'est ce que tu nous présentais juste à la fin de ton exposé. Y a-t-il une suite à ce projet? Il me semble que tu nous as dit qu'il était terminé. Alors le projet, il est terminé, mais comme on disait, il y a encore un petit peu de travail à faire où on a nos partenaires comme l'INRAE qui poursuivent effectivement, qui peuvent poursuivre effectivement des croisements pour obtenir du matériel résistant. On a encore effectivement des questions où on se pose pour savoir effectivement quelles sont les populations d'intérêt qui vont être choisies pour les tests DHS. Et puis, donc ça, c'est sur des questions, on va dire, très court terme. Mais là, on a assez de différentiels de tournesol. On peut très bien imaginer ensuite que si on veut faire de la veille de race sur le territoire français, on peut très bien mettre en place des projets collaboratifs avec les ondes des partenaires, avec un set de différentiels qui soit commun à tous pour avoir une nouvelle vision des races et s'il y a ou pas dans 4-5 ans, s'il y a une évolution ou pas des races d'eurobanche sur le territoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si on n'a pas, on va clore ce webinaire. On espère que ce webinaire vous a intéressé. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à le liker, à le partager à vos réseaux. Il nous reste à vous souhaiter un bel été. C'est fini pour les jeudis de TI là, avant la période estivale. Et donc, nous vous donnons rendez-vous en septembre pour les prochains jeudis de TI. À bientôt!